Bonjour à tous, c'est Cyril Mauclair. Je vais m'occuper de vous donner ces cours enregistrés à propos du module physique des capteurs P2 du deuxième semestre de la formation du DUT GE2I de Saint-Étienne. Alors, je suis enseignant-chercheur à l'IUT GE2I de Saint-Étienne et chercheur au laboratoire Hébert-Curien, si vous ne m'avez pas encore rencontré dans d'autres cours. Mes coordonnées, vous les avez déjà, puisque j'ai dû vous contacter par mail pour vous annoncer la mise en ligne des cours et surtout n'hésitez pas à me contacter via ce moyen, c'est ce moyen que je privilégie. Je suis assez réactif normalement. Ce cours va se composer de plusieurs sessions, hein. Il y a 7 cours magistraux. Il y en aura 2 ou 3 sur la partie électromagnétisme, qui est une partie importante de ce module. Et puis 4 et demi, 5 sur la partie capteur, où là on parle des capteurs de manière plus générale. Alors comment est-ce que vous trouvez déjà toutes les ressources? Alors ça se trouve évidemment sur Claroline Connect. Vous avez l'habitude, j'imagine, via d'autres cours, hein. Donc voici l'interface habituelle, hein, votre espace numérique de travail. Vous allez sur Claroline Connect. Et ici, vous allez dans l'espace d'activité qui concerne GE2I études première année, puisqu'on est au deuxième semestre de la première année, voilà. Et vous allez dans P2, le module en question. Alors, ça va évoluer. J'ai mis quelques infos ici. Évidemment, le plus important, c'est les documents de cours de TD et de TP que vous retrouvez sur le lien ici, dans les ressources associées à cet onglet. Ici, je mettrai les liens vers la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Ici, il y a les modalités d'évaluation qui vont peut-être évoluer, donc je les corrigerai au fur et à mesure. Alors, juste pour préciser, hein, le responsable de ce module, c'est Monsieur Gérossier, qui intervient en TD et en TP. Et voilà, il m'a permis de faire la partie cours magistraux pour que je puisse travailler notamment à distance. Et du coup, on est encore en train un petit peu de voir quelles seront les modalités d'évaluation. En tout cas, ce qui se dessine, c'est qu'il y aura évidemment un examen final avec un coefficient assez important qui évaluera l'ensemble des notions vues dans le module. Il y aura une note de TP, soit basée sur la participation et ou les comptes rendus de TP. Il y aura peut-être des petites questions aussi notées en TP, ça c'est à voir. Et puis il y a une troisième note qui habituellement est un examen intermédiaire. Alors vous savez qu'on n'est encore pas tout à fait certain s'il y a un reconfinement, etc. Donc ça risque d'évoluer un petit peu avec tout ça. Ce que je vais faire en revanche concernant les vidéos de cours magistraux, entre chaque vidéo de cours magistral, alors peut-être à chaque cours ou tous les 2 cours, je vous soumettrai un questionnaire en ligne très rapide de 2-3 questions notées qui vous permettra de réviser de manière continue à fur et à mesure que le cours magistral avance. Donc ça vous permettra comme ça de voir où vous en êtes. Ça donnera lieu à une note. Je ne sais pas encore si cette note servira dans le module final ou si ce sera juste un bonus. En tout cas, c'est l'occasion pour vous d'évaluer votre lecture des cours, votre compréhension. Bien entendu, entre chaque cours, il y aura des sessions pour que vous puissiez me poser des questions. Vous pouvez les poser par mail, bien sûr, et aussi je me rendrai disponible par Webex. Alors mon Webex, vous l'avez dans cet espace d'activité, là, si vous allez sur l'accueil, vous avez le Webex de tous les intervenants. Moi, je suis Cyril Mauclair, vous voyez, donc je suis par ici. Voilà, tac, c'est moi. Donc on peut se voir par Webex, vous pouvez m'envoyer un email aussi, pas de problème. Monsieur Rousseau aussi va intervenir dans ce cours, notamment pour les TD et les TP.
Et voilà, donc on va commencer directement à attaquer. Donc on a d'abord 2 ou 3 cours magistraux qui concernent l'électromagnétisme. Donc vous allez trouver les documents supports de cours ici, dans ressources. Alors là, vous avez à la fois les supports de cours ici, première et deuxième partie, les supports de TD. Les TD commencent aussi par l'électromagnétisme, c'est normal. Et puis les supports de TP, avec là encore 3 sujets de TP, dont un sur l'électromagnétisme. Donc si vous ouvrez ce premier cours, c'est celui que je vais commencer à aborder dans cette vidéo. Voilà. Alors, tac, tu es là aussi. Je vais pas trop Alors, donc on va voir des notions qui sont assez basiques en électromagnétisme, des choses que vous avez certainement déjà croisées, mais que parfois l'expérience m'a montré que parfois les étudiants, bon, même s'ils ont leur bac, etc., sont pas tout à fait à l'aise avec certaines notions, notamment de force et de champ. Et là, pour l'électromagnétisme, évidemment, c'est essentiel. Alors, le fascicule a été rédigé par M. Gérossier. Donc voilà le sommaire général du module. Donc ce premier fascicule concerne l'électromagnétisme. Alors déjà, on va parler un petit peu de physique, de choses fondamentales, des choses que vous avez déjà croisées, j'espère. L'électromagnétisme, c'est une des 4 interactions fondamentales. On en connaît 4, il y en a une que on manipule, on les manipule toutes quotidiennement, mais on connaît bien l'interaction gravitationnelle, bien sûr, et on a l'habitude d'ailleurs de cette interaction. On sait qu'il y a une accélération quand on lâche un objet. On sait que 2 objets de masse vont s'attirer avec une certaine force, parce que chacun de ces objets génère un champ. Donc ça, on va le voir. Et l'interaction électromagnétique, finalement, elle a énormément de points communs avec l'interaction gravitationnelle. C'est ce qu'on va voir. Les interactions faibles et interactions fortes, on ne va pas voir ça ici, parce que c'est en lien avec des principes physiques qui sont utilisés dans le nucléaire ou dans d'autres systèmes qui font pas partie qui sont pas abordés dans ce cours. Alors, évidemment, on parle d'électromagnétisme puisqu'on a combiné, notamment grâce aux travaux de Maxwell et de ses prédécesseurs, ces 2 thématiques. Alors, un petit peu de culture, ça fait pas de mal. Je vous encourage d'ailleurs, quand vous abordez des notions de science en général, regardez un petit peu, quelle que soit la science en question, regardez un petit peu l'histoire. Comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Pourquoi est-ce qu'on appelle un électron, etc. C'est des choses qui sont intéressantes pour s'imprégner un petit peu des notions, puis aussi pour comprendre que finalement, c'est... Comment dire, ceux qui ont déroulé ces différents formalismes, en physique, en chimie, etc., c'est des gens comme vous et nous, avec une certaine logique. Et c'est pas arrivé comme ça en quelques mois, comme on a peut-être un petit peu l'impression quand on est au lycée, quand on nous présente tout d'un coup comme ça. Donc concernant l'étymologie, c'est le rapprochement de l'électricité et du magnétisme, un petit peu de culture ici. On voit aussi une expérience qui rapproche les deux, lorsque il a été observé que la foudre faisait dévier une aiguille dans une boussole. Les différentes étapes ici, avec la démonstration d'Ampère, qui a démontré que si un courant parcourt une bobine de fil, eh bien on a un comportement similaire à un aimant. Morse, bon, vous avez déjà entendu parler du Morse, j'espère, de ces signaux courts et longs qui permettent de transmettre des informations. Donc ça, c'était à l'aide d'électroaimants. Autre étape sur l'unification de l'électromagnétisme, c'est Faraday et l'induction. L'induction, c'est lorsqu'on a une variation de champ magnétique,
à travers un circuit, on a la génération d'un courant. D'accord? Donc cette espèce de lien extrêmement fort entre le champ magnétique et l'apparition d'un courant électrique. Et le courant, on sait bien que c'est un débit de charge, ça vous l'avez vu en SE, donc un débit d'électrons, un débit de charge en coulomb. Et enfin, Maxwell qui établit le formalisme et qui établit les lois, donc les fameuses équations de Maxwell, qui unissent les champs électriques et les champs magnétiques. Donc, bon, il n'a pas commencé directement avec les 4 équations qu'on connaît bien, hein. Il y en avait un peu plus au début, mais je pense que vous avez déjà entendu parler des équations de Maxwell. Alors, la charge électrique, c'est une propriété de la matière, hein. Et elle est décrite par cette unité qu'on connaît bien, qui est une des unités fondamentales, qui est le coulomb. On se souvient que l'électron est négatif et a une charge de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. À partir du moment où une particule possède une charge électrique, eh bien, donc si elle n'est pas neutre, eh bien, elle peut également subir des forces électriques, mais aussi des forces magnétiques si ces particules sont en mouvement. Voilà, donc la notation du Coulomb, c'est le C. Alors, un atome, c'est un regroupement de différentes particules élémentaires, dont l'électron. Il y a d'autres particules qui le constituent, notamment dans le noyau, comme le proton, le neutron, etc. Le photon, ça c'est plus lié à la lumière. On ne va pas en parler ici, évidemment. C'est une notion physique qui est passionnante, le photon. D'ailleurs, c'est là que je fais ma recherche, mais alors dire qu'il n'a pas de masse, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, on peut dire qu'elle est immesurable, mais bon, ça peu importe. C'est pour le fun. En tout cas, ici, vous retrouvez les éléments bien connus de l'atome, que vous connaissez depuis le lycée, peut-être même avant, avec ici la masse de l'électron, la masse du proton, du neutron, etc. Et évidemment, on a ce modèle qu'on utilise souvent, qui est simpliste, mais qui permet de comprendre la majorité des interactions électrostatiques, notamment, qui est le modèle de Bohr, où on estime que voilà, l'atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui se promènent sur des orbitales bien définies. Alors, en réalité, ces orbitales ne sont pas bien définies, c'est plutôt des probabilités de présence, mais peu importe. L'idée, c'est que voilà, ici on retrouve la charge élémentaire, donc c'est la charge de l'électron. Alors je rappelle que l'électron est négatif, hein. Et puis évidemment pour un atome ou pour voilà, un atome ou un ion neutre, on va avoir autant de charges positives que de charges négatives, donc autant de protons que d'électrons. Ok. Bon, il y a des petites comparaisons de taille intéressantes. Donc on est plein de vide, hein. C'est ce qu'on dit souvent. Alors là, on va commencer à parler un petit peu des interactions. Et ça semble très simple, mais ça tombe bien parce que c'est effectivement très simple. Puisque une charge électrique peut subir une interaction d'attraction et de répulsion, on utilise le signe positif et le signe négatif pour désigner deux types de charges. Des charges positives et des charges négatives. Alors, on voit ici que lorsqu'elles sont de signes opposés, on a une attraction et une répulsion dans le cas contraire. Voilà. Ce qui est intéressant, la quantification de la charge, puisque la matière est constituée d'atomes, eux-mêmes constitués de protons et d'électrons, eh bien on a forcément une charge associée à chaque élément non neutre qui va être une somme finie de positives ou négatives de charge élémentaire. Donc soit on a un nombre en excès d'électrons, donc on va avoir NE négatif, soit on va manquer d'électrons, il y aura trop de protons, et à ce moment-là, l'élément sera positif. Donc ça peut être une molécule, ou ça peut être un corps plus complexe, plus important qu'une molécule, ou qu'un atome. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que
quelle que soit l'expérience, on n'a pas de création ou de destruction de charge. On a toujours, si on commence avec un système neutre, on va finir avec un système neutre. Comme par exemple ici une réaction chimique qui est bien connue, hein, l'ionisation du sel dans l'eau, NaCl. L'association de ces deux ions, un ion positif, un ion négatif, qui forment le sel. Et on s'aperçoit que, évidemment, dans cette réaction chimique, on est neutre avant, on est neutre après. C'est-à-dire que la quantité totale de charge n'a pas changé. Dans ce type d'interaction. Donc voilà l'équation qui généralise. Alors, la relation entre les électrons, qui sont des charges finies, élémentaires, et le courant, tout simplement le courant, on sait que c'est un débit de charge. Ça, on vous en parle dès le début en SE, normalement. Et on sait que I, c'est dQ sur dt. Et là, ce qu'on vient de rajouter à cette connaissance, c'est que, on n'a pas rajouté grand-chose, mais c'est un nombre de électrons qui vont être à l'origine du courant. Alors, petit rappel que vous avez dû voir, il faut savoir que le courant se déplace dans un fil de cuivre à peu près 2/3 la vitesse de la lumière, hein, donc 2 10 puissance 18 mètres par seconde. Donc c'est rapide, par contre il ne faut pas avoir à l'esprit que ce sont les électrons qui ont cette vitesse de déplacement, mais c'est le mouvement de proche en proche qui a cette vitesse de déplacement. Voilà, un petit peu comme si vous avez un tuyau d'eau qui est déjà rempli, au moment où vous allumez le robinet, l'eau sort, et donc c'est immédiat. Donc il n'y a pas une propagation de l'eau extrêmement rapide entre le robinet et le bout du tuyau, mais vu qu'il y avait déjà de l'eau partout, ça sort directement. Donc il faut avoir ça à l'esprit, parce que dans certaines lois qu'on va voir après, elles sont valables uniquement si les électrons ne se déplacent pas trop vite. Il faut savoir qu'un électron qui se déplace à la vitesse de la lumière, on trouve ça plutôt dans les grands accélérateurs, type synchrotron, vous savez, ces systèmes qui font plusieurs kilomètres de diamètre, qui coûtent plusieurs bras et qui aident les physiciens à comprendre un petit peu la matière, à se faire rentrer en collision différentes particules pour trouver les particules élémentaires. Donc c'est là qu'on a des accélérations de particules, et pourquoi pas d'électrons à ces vitesses-là. Et ces accélérations sont induites d'ailleurs par des champs magnétiques très forts. D'où électromagnétisme. Donc on parle de courant continu, on devrait dire constant mathématiquement, mais bon, on dit continu si le courant n'évolue pas en fonction de la date ou du moment. Sinon les variables à ce moment-là ils dépendent de t. On pourra alors s'intéresser à sa moyenne, etc. La force de Lorentz ou la force électromagnétique, voilà, c'est là que ça devient un petit peu à la fois très simple et ce qui vous perd souvent. Eh bien, on peut faire tout de suite le parallèle avec la gravitation. Je vais le faire ici, et je crois qu'après on en reparle, on pourra refaire ce parallèle. Mais c'est donc cette force, c'est une manifestation de l'interaction électromagnétique, puisque c'est elle qui va entraîner un mouvement. Cette force de Lorentz. Et en fait, si on a une charge Q qui est soumise à un champ électromagnétique, eh bien, cette charge va être soumise à deux forces. Une partie électrique, une partie magnétique. Alors, on va s'intéresser, notamment en TD, vous allez beaucoup vous intéresser vous allez intéresser aux deux, en fait, à la force électrique et à la force magnétique aussi, mais vous voyez ici, on voit que cette force de Coulomb ici, c'est tout simplement la charge fois le champ électrique E. Le champ électrique E, vous voyez qu'il a une petite flèche, c'est un vecteur. Donc, supposez que vous ayez quelque part dans l'espace une charge positive, et cette charge positive, elle va induire un champ électrique autour d'elle. Si on est très très loin de cette charge, évidemment le champ va être faible. Et si une particule se promène à proximité de cette première charge, eh bien elle va subir une force qui va dépendre de Q, Q étant la charge de la particule qui arrive, d'accord ? Et c'est un petit peu comme nous sur Terre avec la gravitation,
on est dans le champ gravitationnel de la Terre, et avec notre masse, hein, en grammes, en kilogrammes, eh bien on va subir une force de gravitation plus ou moins importante. D'accord ? C'est la même chose sur la partie magnétique. La différence, c'est que là, au lieu d'avoir un produit simple, eh bien, on a ici un produit vectoriel. Passons pour l'instant. Et l'ensemble de ces deux forces constitue la force de Lorentz. Voilà, donc vous avez ici un petit schéma en 3D, j'allais dire, hein, mais c'est bien le cas. Donc, si vous avez ici une particule qui est en mouvement, hein, on l'a dit tout à l'heure, il faut que la charge électrique soit en mouvement pour qu'elle soit sensible au champ magnétique, puisque si V ici est nul, bon, bah, le produit vectoriel de 0, voilà, ça ne va pas changer grand-chose, donc on n'aura pas de force magnétique. D'accord ? Donc on suppose qu'on a une particule en mouvement. Alors, en revanche, hein, pour la force électrique, il n'y a pas besoin de mouvement. Hein. Si la particule est juste positionnée là, elle va subir une force due au champ électrique. Hein. Par contre, pour le champ magnétique, il faut que la particule chargée électriquement soit en mouvement. J'espère que je ne vous emmêle pas trop les pinceaux. Hein. Mais effectivement, on voit ici dans la formule que la composante magnétique de la force de Lorentz serait nulle si V était nul. Donc, si on a une particule avec un mouvement de ce côté-là, avec un champ magnétique comme ceci, donc ça c'est une flèche qui s'enfonce dans l'écran, hein, ça c'est le derrière d'une flèche, et bien on a la force qui apparaît ici, de cette manière-là. Alors vous inquiétez pas, on verra dans le détail hein, ensuite comment on va trouver l'orientation du champ magnétique, etc. avec la règle du tire-bouchon ou la règle des trois doigts, on verra ça plus tard. Alors, concentrons-nous sur le champ électrique. En physique, un champ est une zone de l'espace dans laquelle s'exerce une force gravitationnelle, magnétique, électrostatique ou de toute autre nature, ça on l'a déjà dit. Donc ça, bon, rien de nouveau ici. Alors là c'est intéressant de voir que la loi de Coulomb finalement a été mise en évidence, et notamment ses similitudes avec la gravitation grâce à la balance de torsion. Alors qu'est-ce que c'est que la balance de torsion? Alors c'est assez simple. Vous imaginez ici un fil qui va se tordre, et ici une barre avec différentes sphères, alors avec une certaine distance. B est une sphère chargée et A est une sphère neutre. Quand A se rapproche de B et touche B, eh bien ça va charger A, d'accord? Et du coup on va se retrouver avec deux charges positives qui vont se repousser. Donc ça va, si ça c'est B, eh bien je sais pas si mes mains sont bien explicites. Bon, mais si ma main gauche c'est B, ben on va voir la sphère A qui va s'éloigner. Et puis ça va tordre le fil. Et on va avoir une situation d'équilibre en fait, où la torsion du fil induit un moment, donc induit un déplacement sur cette tige. Et lorsqu'on aura l'équilibre, on saura que la force associée à la torsion du fil est égale à la force issue de la répulsion des deux charges. Donc voilà cette formule ici, la loi de Coulomb. On imagine qu'on a deux corps chargés et on a cette force qui vient agir sur les deux particules de manière réciproque et qui est donnée par cette formule. Alors, D, qu'est-ce que c'est? D, c'est la distance entre les deux particules. Ça pourrait être nos deux sphères de tout à l'heure, hein, mais on peut imaginer deux particules. Alors, le signe de la force va dépendre de la charge des particules. Hein, vous avez compris, si les deux particules Q1 et Q2 sont de charge opposée, les particules vont se rapprocher. Hein, sinon, elles vont s'éloigner. Ici, on a une constante, qui est la constante de Coulomb. D, c'est la distance. Donc, on voit que c'est une force qui
diminue avec la distance, avec le carré de la distance, donc ça diminue assez rapidement. U, c'est le vecteur unitaire qui donne la direction, ça va nous permettre de savoir si les particules se rapprochent ou s'éloignent, enfin vont se rapprocher ou s'éloigner. Alors si on fait un petit parallèle avec la force de gravitation, hein, si on va vite fait sur Wikipédia, alors attendez, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Voilà, tac. Et bien regardez ici, vous avez la force de gravitation que vous connaissez bien. Par exemple entre deux planètes, hein, entre deux corps massiques séparés d'une distance carrée. Alors là, il n'y a pas besoin de signes, et donc du coup il n'y a même pas besoin de vecteurs, tout ça, parce qu'on sait que les masses vont s'attirer, hein, dans le cas de la gravitation. Regardez, c'est exactement la même chose. J'ai une constante, la constante de gravitation. Tout à l'heure, j'avais également une constante qui était la constante de Coulomb, petit k. J'ai les deux propriétés physiques. Là, c'est la masse pour la gravitation, c'était la charge tout à l'heure. D'accord ? Donc Q1, Q2, MA, MB, pareil. La distance au carré, donc c'est quand même assez... enfin, c'est vraiment similaire. Et la seule différence, c'est le signe. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir une attraction et une répulsion, contrairement à la gravitation. Voilà. Donc voilà ce qui se passe de manière réciproque entre deux charges. Maintenant, avant de parler de force, si on prend une particule toute seule, elle va créer un champ électrique. Un champ qui va rayonner. Un petit peu comme un aimant. On a l'habitude des aimants, c'est-à-dire que l'aimant, si on le pose sur sa table en bois, sur une table en bois, il va pas bouger, quoi. Et puis si on met l'aimant puis qu'on rapproche un truc métallique, et ben là, si on le met suffisamment loin, le champ est faible, il se passe rien, et puis tac, dès qu'il y a suffisamment dès que la distance est suffisamment courte, on voit la force, on voit le déplacement lié à la force. Donc finalement, une charge électrique, c'est pareil, ça induit un champ. Et l'expression du champ, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a plus Q1 et Q2, il n'y a plus que Q1 dans ce cas-là, puisqu'on considère une seule charge. Et ici, on retrouve PM carré, qu'est-ce que c'est c'est la distance au carré, donc finalement c'est le d carré de tout à l'heure, d'accord. La seule différence c'est qu'il n'y a plus Q, et puis il n'y a plus Q2, pardon, et puis ici, 1 sur 4pi epsilon 0, c'est le K de tout à l'heure, hein, c'est le même. Hein, vous voyez cette constante là, 4pi epsilon 0 en dessous, ça correspond au K, donc on retrouve le K de tout à l'heure et le D carré, c'est la même chose. Sauf que il n'y a pas eu de... C'est pas une force, c'est un champ. Voilà, donc puisque c'est un champ, ça reste en volts par mètre. Alors que tout à l'heure, on avait des forces en newton. Ok. Donc évidemment, si Q1 est positif, on va avoir cette orientation, cette direction pour le champ électrique. Alors là, c'est pas explicité, mais évidemment, si la charge est ponctuelle ici, on va avoir et si on s'amuse à représenter tous les vecteurs autour, on a des lignes de champ comme ça qui vont être centrifuges, hein, qui vont former une étoile, hein, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, si jamais on a une charge Q2 qui est placée suffisamment à proximité de Q1, eh bien on va retrouver la force Q2 fois E ici. Vous voyez, c'est simplement ça fois Q2. Et c'est tout. Et puis évidemment, il faut ajuster D carré ici avec la position de Q2. Mais c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on fait en gravitation aussi. Vous voyez, en gravitation... Ah bah regardez, je n'avais pas vu ça sur Wikipédia. Vous voyez la similitude ici. Énergie potentielle. Bref. Ouais, non, mais ça, c'est la loi... Mais bon, on peut faire la même chose avec nous sur la Terre. On met directement la constante de gravitation, etc. quoi. Et on en déduit immédiatement une force. Il y a un champ gravitationnel lié à la Terre. Ok.
Euh, on peut additionner les champs, d'accord? Si on a plusieurs charges, chaque charge va générer un champ, comme illustré ici. Donc regardez, on a une charge ici Q1, une charge Q2 négative, Q1 positive. Donc Q1 génère le champ E1. Donc vous voyez, cette, voilà, cette ligne ici, M, E1, eh ben, c'est exactement cette situation-là. Quand on avait une seule charge, hein, c'est exactement ça. Et puis là, on fait la même chose avec Q2 qui est négative. Évidemment, l'espace du coup va être rempli de deux champs électriques. Donc si on s'amuse à évaluer le champ en un point, eh ben, on va voir les deux composantes issues des deux particules. Donc vous voyez un petit peu la complexité, par exemple sur une molécule avec des zones de la molécule qui ne sont pas tout à fait neutres, etc. C'est ça qui permet par exemple aux cristaux liquides de changer d'orientation. C'est parce que les cristaux liquides, c'est des molécules qui ne sont pas neutres. Enfin, elles sont pas neutres, si on les regarde de très loin, elles sont neutres, mais si on prend une seule molécule, il y a comme la molécule d'eau par exemple, il y a une zone qui est un peu plus positive que l'autre qui est un peu plus négative. Hein, ça dépend des charges locales sur la molécule. Et du coup, ça permet d'orienter les molécules. Et c'est comme ça que ça fonctionne un cristaux liquide. On met un champ et ça va tourner les cristaux liquides et puis ça va changer voilà, l'atténuation pour voir ce qu'il y a sur votre montre ou sur votre écran avec des polariseurs et des choses comme ça. Mais vous voyez, les applications sont immenses. Hein. Sont immenses. Voilà, donc finalement, si on veut la somme des champs, on fait la somme des champs, hein, c'est tout, en un point. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment additionner bêtement, vous voyez, ça c'est le signe addition. Pour grand N, le nombre de particules, là il n'y en a que deux, Q1, Q2, le nombre de charges plutôt, c'est pas forcément des particules, ça peut être plus gros. Voilà. Et donc on a une somme de vecteurs après, hein, voilà, tout bêtement. On peut représenter le champ avec des lignes de champ, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, la forme d'étoile. Évidemment, ça va se complexifier, ça peut faire des formes assez jolies. D'ailleurs, si on rajoute des champs. Les lignes de champ, évidemment, ça donne juste la direction du champ. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ est intense. Ce qui est logique ici, plus on est proche de la charge, plus le champ est intense. Je vous rappelle que le champ diminue avec le carré de la distance. Voilà, alors je voulais aller jusqu'à... Alors, théorème de Gauss. En électromagnétisme, le théorème de Gauss permet de calculer le flux d'un champ électrique à travers une surface, compte tenu de la répartition des charges. Donc le flux du champ magnétique à travers une surface S fermée est égal à la somme des charges contenues dans le volume V, délimité par cette surface, et divisé par epsilon 0, permittivité du vide. Donc cette formule qui peut sembler un petit peu compliquée, là ici on a une double intégrale sous une surface, ds, c'est tout simplement l'ensemble des charges, d'accord, contenues dans le volume V délimité par cette surface. Donc là c'est l'ensemble des charges à l'intérieur, d'accord. Donc vous verrez des TD, alors j'ai oublié de le dire, hein, ça vous allez dans les premiers TD d'électromagnétisme, vous allez le faire, vous allez regarder deux particules, vous allez voir, tiens si j'en mets une troisième, il y a même un exercice de TD intéressant d'ailleurs où vous placez deux charges comme ça, et puis ensuite il faut trouver la position d'une troisième pour qu'elle ne subisse aucune force, c'est-à-dire que les champs s'annulent. Ça c'est assez intéressant. Il y a une petite gymnastique avec les vecteurs, mais c'est moins compliqué que ce que vous avez déjà fait avec les vecteurs auparavant en maths, hein. Même au lycée. Du moins j'espère. Sinon les chargés TD vous expliqueront, ils le feront très bien. Donc c'est pareil, cette loi, le théorème de Gauss, vous allez l'utiliser aussi en TD, où vous allez répertorier l'ensemble de charges dans certains volumes pour établir le flux du champ électrique. On a ces cas particuliers ici.
lorsqu'on a des lignes de champ parallèles et des surfaces planes. Là, on a des formules ici qui vont être aussi utilisées en TD. On vous demande de calculer le flux au travers de cette surface ici. Et là, vous voyez que on a tout simplement le produit scalaire du champ électrique avec la surface. Alors, la surface, une surface, c'est pas un vecteur, mais souvent une surface est représentée par le vecteur normal, perpendiculaire à la surface. Le vecteur surface, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre quand je l'ai découvert. Je me dis pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un vecteur parallèle à la surface? Et ben c'est comme ça. Il doit y avoir des avantages, je ne sais plus pourquoi, on me l'avait expliqué, j'ai oublié, mais un vecteur lié à une surface, c'est un vecteur qui est perpendiculaire, normal à cette surface. Donc vous voyez ici un produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, c'est tout simplement le produit de leur module, puisque la résultante sera collinaire, elle aussi, un produit scalaire. S'il y a un angle entre les lignes de champ et la surface, alors évidemment s'il y a un angle de 90 degrés, le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires c'est 0, sinon il faut multiplier par le cosinus de l'angle. Alors faites bien gaffe, c'est le cosinus entre S et E, d'accord, et pas le sinus. Il ne faut pas dire tiens c'est le cosinus ou le sinus, il faut juste se baser sur cette loi. Autre propriété intéressante, champ créé par une plaque infiniment, uniformément chargée. Alors ça c'est même un peu difficile de se le représenter. Vous vous souvenez que le champ généré par une particule, il diminue avec la distance. C'est ce qu'on a vu ici avec le carré de la distance. On l'a vu tout là-haut, là, ici, PM carré ou D carré dans la formule du PM carré ici, dans la formule du champ. Eh bien, si on considère une plaque uniformément chargée, mais alors infiniment grande, alors vous savez en physique on aime bien les trucs infinis, qui n'ont pas de réalité physique, mais on dit c'est infiniment grand, eh bien on s'aperçoit que le champ il est constant, quelle que soit la distance. Alors ça suppose en fait que la plaque s'étend de manière infinie, voilà, jusqu'au bout de confins de l'univers. Évidemment, en pratique, comment on va utiliser ça? Quand on va considérer que des distances proches d'une plaque très grande par rapport à la distance, donc on va, je sais pas, supposer des charges à quelques millimètres ou quelques micromètres d'une plaque qui fait 1 mètre carré par exemple, finalement, on sait que qu'on soit à 1 mm ou à 1 cm, ça ne changera pas grand chose, ça ne changera rien. Et donc on va pouvoir approximer grâce à cette formule ici, où on a ici la densité de charge, la densité surfacique de charge, donc un nombre de charges par unité de surface. Essayez de bien avoir ces notions à l'esprit, une densité surfacique, donc c'est combien j'ai d'électrons par mètre carré, alors de coulombs par mètre carré pour le coup, d'accord. Donc je divise par une surface. Là j'ai la constante, et puis voilà quoi. Et là je peux en déduire la valeur du champ. Le potentiel électrique, à tout point M de l'espace, on peut associer un potentiel électrique. La relation entre le champ et la différence... Ah oui, c'est ce qui permet de lier le champ électrique et la différence de potentiel. La tension, la fameuse tension. Vous avez entendu parler de la différence de potentiel et de la tension depuis le début du DUT. Et bien là, vous avez le lien avec le champ électrique. C'est-à-dire qu'entre deux points qui baignent dans un champ électrique, eh bien, on va avoir deux valeurs du champ qui sont différentes et du coup c'est une différence de potentiel, d'accord. Donc E est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants et E est perpendiculaire à la surface équipotentielle. Bon, évidemment E égale 0 dans un volume équipotentiel. C'est pour ça que le champ électrique il a... où est-ce qu'elle est son unité là? Je sais plus.
c'est en volts par mètre. Donc finalement, si vous divisez, si vous multipliez un champ par une distance, vous tombez sur une tension. Donc c'est bien ce qu'on avait ici. C'est-à-dire que si je m'amuse à regarder cette situation-là, avec deux points de l'espace, séparés d'une distance m, et bien quand je vais vouloir calculer la différence de potentiel, V2 moins V1, je multiplie le champ par ici dr. Et là, dr, c'est pas un vecteur unitaire, c'est un vecteur de distance entre M1 et M2. D'accord? Donc si je veux connaître la tension entre deux points d'espace, et que je connais le champ, j'ai juste à multiplier par la distance. Voilà. Et donc dans un champ uniforme, ça vous allez vous en servir en TD notamment, sur deux plaques ici, et là ce que vous voyez c'est un condensateur, c'est juste un condensateur avec deux plaques, et bien on sait que E égale U sur D. Alors U, c'est la différence de potentiel, ici on a un générateur, donc on a un générateur qui va apporter cette plaque, qui va apporter des charges positives ici et des charges négatives de l'autre côté. Et donc plus la distance est faible, plus le champ électrique est important. Évidemment, plus U est grand, plus le champ électrique est important. Donc le condensateur est une structure conductrice constituée de deux armatures séparées. Il est chargé quand il a des charges électriques opposées sur chacune de ces plaques. Un condensateur possède toujours une charge nulle car il accumule une séparation de ses propres charges électriques. D'accord. Donc, ici, vous retrouvez la même formule, delta V égale plus ou moins ED, c'est celle-là. Voilà. Un condensateur plan est constitué de deux plaques de surface A séparées par une distance D. Ok. Bon, on retrouve la même chose que tout à l'heure. Alors, la capacité d'un condensateur idéal est la quantité de charge électrique qui peut être séparée dans un condensateur avant que la différence de potentiel aux bornes du condensateur augmente de 1 volt. Autrement dit, la capacité C est le rapport entre la charge Q d'un condensateur et la différence de potentiel delta Vc que l'on mesure aux bornes de ces deux armatures. Donc C, c'est Q sur delta Vc. On retrouve la capacité que vous connaissez bien. Et puis le lien finalement entre le stockage entre la plaque positive et la plaque négative du condensateur. Cette capacité est donnée par cette formule. Pour un condensateur C, on a la capacité qui est égale à epsilon 0 fois epsilon R, qui est la permittivité diélectrique relative, donc ça va dépendre de l'isolant que vous avez entre les deux plaques, fois S, surface des plaques, divisé par D, la distance entre les plaques. Ça veut dire que, encore une fois, plus la distance est petite, plus la capacité peut être grande, plus la surface est grande, plus la capacité est importante. C'est pour ça que les gros condensateurs sont gros, parce qu'ils ont ils peuvent avoir une plus grosse charge, plus grosse capacité, pardon. Pour être plus précis. Et puis évidemment, le choix du matériau isolant entre les deux va importer aussi. Alors, si on considère la charge d'un condensateur, je vais peut-être un petit peu gagner de temps là-dessus. Vous pouvez le lire parce que c'est quelque chose qui est déjà vu en SE. C'est sympa à lire parce que c'est bien expliqué, mais il n'y a pas de choses nouvelles. Évidemment, quand le condensateur est chargé, il n'y a plus de courant, puisqu'il y a un maximum de charge de chaque côté, positif d'un côté, négatif de l'autre, de chaque côté sur chaque armature. Donc le courant est nul. Voilà. Donc finalement, là, la pile, elle sert juste à maintenir le condensateur dans cet état. Alors, il y a un exercice de TD où vous allez regarder un petit peu l'énergie stockée par un condensateur et ce qui se passe si on
si on rapproche ou si on éloigne les plaques d'un condensateur, et qu'est-ce que ça signifie en termes d'énergie et de conservation d'énergie. C'est intéressant, donc il va falloir aller dans le cours à cette diapo-là pour voir à peu près de quoi il s'agit. En tout cas, ici, on apprend que l'énergie potentielle électrique emmagasinée dans un condensateur correspond à la somme d'énergie potentielle résultante d'une séparation de charge Q qui dépend de C et de la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Voilà. Donc, UE égale 1,5 de C delta VC carré. Et ici, vous avez Q qui apparaît, la charge diélectrique accumulée par le condensateur, et enfin 1,5 de Q carré sur C qui est la capacité du condensateur. Puisque, alors, ce qui permet de faire ce passage, hein, c'est Q qui est égal à C delta V. Hein, Q égale CU, hein, ou CDI sur DT. Mais bon, ça c'est la charge Q, quoi, du condensateur. Donc vous voyez ici, si je remplace 1 CV, pardon, 1 C delta VC par Q, j'arrive ici, puis si je remplace les deux, ben j'ai Q carré. D'accord? Avec un C qui apparaît en dessous. Okay. Alors, en parallèle, ben finalement, on va additionner les capacités ou les charges, puisque finalement, ça revient à augmenter la surface. Si on suppose que les condensateurs ont la même distance de séparation entre leurs armatures, mais même si la distance est différente, on additionne la capacité. Vous voyez, voilà. Et ça, on le voit déjà en SE. Hein. Et puis, en série, eh bien, c'est le contraire des résistances. Hein. C'est l'inverse de la capacité qu'on peut additionner. I égale dQ sur dt, donc ça c'est un rappel, on l'a vu, on a commencé quasiment avec ça. Là, Q égale plus Cu, on l'a vu juste avant aussi. Voilà, donc avec ça, vous êtes tranquille pour faire tous les TD. Alors, tac. Quasiment, oui, si, tous ces TD là. Hop. Les TD1 de l'électromagnétisme. Hop. Tac. Vous voyez ici, vous avez voilà, une plaque avec des charges. Vous avez ici deux charges ponctuelles avec une troisième, enfin dans un qu'on fait intervenir vers la fin. Donc, je vous en ai parlé un petit peu de celui-là. On a des plans chargés pour essayer de comprendre un petit peu ces phénomènes-là. Et donc vous allez utiliser ces lois-là. Là, vous voyez des plaques métalliques horizontales. Bon. Et là, vous avez une petite question de charge-décharge. Et puis là, le condensateur, où on va calculer la capacité. Donc vous allez utiliser les lois qu'on vient de voir. Voilà.